Get away from her, you bitch! You tango? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo rétrospective sur l'un des plus grands cinéastes majeurs, j'ai nommé James Cameron. Mais je ne suis pas tout seul, donc pour aborder donc la carrière donc, de ce grand cinéaste, donc un grand cinéaste aux 8 films, mais qui en a imposé donc Piranha 2, Terminator, Alien, Abyss. Je vais bien sûr parler donc du grand James Cameron. Ça fait 10 ans qu'on attend Avatar 2 et pourtant sa réputation n'a jamais failli. Mais je suis accompagné donc de quelqu'un qui s'y connaît tout aussi bien que moi en la matière. J'ai nommé un ami Angel Art. Salut à toi. Salut mon Alexandre, si je peux t'appeler Alexandre, ça te Oui, dérange pas? bien sûr, bien sûr. Tu vas bien? Ouais, bah très bien, merci. Et toi? Merci beaucoup de m'inviter pour ta rétrospective de James Cameron. Voilà, je suis un énorme fan de ce réal. Pour moi, si je devais le mettre dans le top 5 de mes meilleurs réalisateurs, je le mettrais allez, deuxième position. Parce que pour moi, c'est un génie. Voilà, on ne peut pas faire mieux que Cameron, surtout en action. Donc voilà, je suis très très content de faire cette vidéo avec toi. Bah écoute, c'est avec grand plaisir. Voilà, je savais quand même que tu avais un ressenti, des connaissances sur ce grand cinéaste, voilà, parce que on sait tous, hein, pour ceux qui ne savent pas, voilà, donc tu as une chaîne YouTube donc, qui s'appelle Angel Art, en l'honneur donc du film du même nom réalisé par le grand Alan Parker, donc tu es également un grand amateur. D'ailleurs, bah écoute, présente-nous ta chaîne, vas-y, je te laisse faire ta promo. Bah écoute, voilà, c'est une petite chaîne que j'ai créée il y a 6 mois, voilà, j'ai 75 abonnés, bon, elle a un petit peu de mal à monter parce que on est nombreux sur YouTube, donc voilà, personne ne m'attendait particulièrement, mais bon, voilà, ça monte tout doucement. Le style de ma chaîne, c'est de faire des vidéos rétro, voilà, parce que moi je pars du principe que le cinéma ça a plus de 100 ans et que voilà, on a eu énormément de films des différentes époques. Donc voilà, moi je réalise souvent des vidéos d'anciens films, aussi des nouveaux. Mais voilà, pour moi, avant tout, j'ai créé cette chaîne, c'est faire passer ma passion qui est le cinéma, qui est notre passion à tous. Voilà, c'est de faire découvrir ou redécouvrir des films qui, moi, m'ont profondément marqué dans ma jeunesse, dans mon cœur de cinéphile. Donc voilà, donc j'ai créé cette chaîne-là avant tout, pas pour devenir un grand youtubeur, parce que ma chaîne sera jamais très grande, mais surtout pour faire passer ma passion qui est le cinéma, voilà, tout simplement. Très bien, bah écoute, ta chaîne sera bien sûr en lien dans la description, donc allez vous abonner parce que il nous fait découvrir plein de petits chefs-d'œuvre comme ça. Donc sa dernière critique était d'ailleurs Phone Game de Joel Schumacher si je ne me trompe pas, donc d'ailleurs qui est un excellent huis clos, hein. Donc il aborde tout style de films, les thrillers, les films d'horreur, les films fantastiques, même des films français. Je crois que tu as parlé de films français aussi sur ta chaîne et Dieu sait que c'est très important un peu de valoriser les films de notre patrie. Donc bah écoutez, je vous propose donc qu'on commence tout de suite cette rétrospective, pardon, avec son premier film sorti en 1981, Piranha 2. C'est parti. Piranha 2, donc Les Turbulents, sorti en 1981. Alors donc c'est le premier long métrage officiel de James Cameron, même si il avait réalisé donc avant ça un petit court métrage, donc Xenogenesis, sorti en 1978, donc pour un budget de 20 000 $. Donc Piranha 2 c'est officiellement son premier long métrage. Alors bon, on va commencer par toi vu que tu es mon invité. Qu'est-ce que tu en penses de ce film? De quoi? De son court-métrage? Non, de Piranha? Oui, Piranha, ouais. Alors, Piranha 2, alors c'était un joli
un joli petit nanar, voilà. Donc notre ami James fallait bien qu'il commence par quelque chose. Donc à ce moment-là, il était dans l'écurie de Roger Corman. Donc Roger Corman, pour les gens qui ne le connaissent pas, ce monsieur, c'est un producteur de série B, voire série Z, de films d'horreur ou fantastique. Voilà, un homme assez influent à Hollywood. Donc Cameron a été embauché par Corman. Donc il a commencé un peu à toucher à tout. Il a commencé à faire des storyboards parce que dans la famille de Cameron, sa grand-mère était peintre, donc il avait des notions de peinture. Donc il a commencé à toucher à des storyboards. Il a commencé à toucher à quelques effets spéciaux. Il était réalisateur de son blond d'équipe. Et donc Corman lui propose son tout premier long métrage, donc Piranha 2, Les Tueurs Volants, donc qui est un nanar abyssal. Je l'ai vu une seule fois dans ma vie. J'en garde de très peu de souvenirs, mais c'était vraiment pas terrible, quoi. La réalisation était bof. Les acteurs, c'était calamiteux. Enfin, bon, les acteurs étaient pas bons. Les effets spéciaux, enfin bon, voilà, c'est un beau petit nanar, quoi. Mais bon, fallait bien qu'il commence par quelque chose. Donc voilà, c'est un peu la petite tâche sur la grande carrière de James Cameron. Mais bon, fallait bien qu'il commence par quelque chose, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Alors, il faut le rappeler quand même, un Piranha 2, les tueurs volants, donc à la suite donc de Piranha, qui est réalisé par Joe Dante, qui est sorti en 1978. Et il faut rappeler que de base, James Cameron n'était pas le premier réalisateur donc sur ce film, hein, c'est pas étonnant, puisque bon, Piranha 2 n'a rien de Cameron, peut-être mis à part le côté un peu sous-marin, parce que comme on va le rappeler dans sa filmographie, James Cameron est un grand fanat de sous-marins, de tout ce qui est profondeur des eaux, et on aura l'occasion d'en reparler avec ses autres films. Mais voilà, donc Piranha 2, bon, on retrouve à part peut-être encore, voilà, comme je vous l'ai dit, le côté sous-marin, le côté exploration des mers, le côté un petit peu huis clos, le côté un peu sombre, le côté un peu froid, le côté un peu danger, voilà, qui sont des thématiques très récurrentes dans un film de James Cameron. Bah, ce film n'a rien de lui en fait, hein. C'est son film le plus court, il n'y a aucun acteur qu'on connaît qui reviendra dans sa filmographie, la mise en scène c'est rien de Cameron non plus, le scénario c'est nul, la direction artistique, elle est calamiteuse comme tu l'as très bien dit. Donc voilà, mais bon, il y a une raison, c'est que de base, donc le film était réalisé et scénarisé par un certain Ovidio G. Assomitis, donc un réalisateur que je ne connais pas du tout. Je sais pas si toi tu as des connaissances sur ce réal. Non, pas du tout, parce que c'est une collaboration italo-italienne, donc c'est pas un film italien, mais c'est pas un film américain, mais c'est une collaboration italienne. Donc à mon avis, le réalisateur il doit être un petit peu italien sur les bords, vu le nom. Comment t'as dit le nom du mec? Ovidio G. Assonitis, un nom un peu imprononçable en plus. Ouais, ok. Donc disons qu'en fait... Donc, oui. Ouais, vas-y. Oui, vas-y. En fait, disons que... Non, tu peux pas. Pardon. Vas-y. Disons qu'en fait sur ce film-là, Cameron il est un peu venu à la dernière minute parce que le réalisateur il a eu des petits soucis de tournage, donc du coup Cameron est un peu venu à la dernière minute, il a repêché certaines scènes et il a dit que des propres aveux de Cameron lui-même d'ailleurs, en pleine nuit il se serait infiltré dans la salle de montage pour un peu remonter à sa façon le film pour qu'elle ait un peu sa patte artistique et visuelle. Mais bon, ça c'est un peu une légende anecdote puisque Cameron renie lui-même ce film, hein. Il a dit que lui-même il avait été complètement épuisé parce que son premier film, et on en reparlera juste après, c'est bien entendu donc Terminator. Mais voilà, Piranha 2, bon, Cameron renie ce film lui-même. Dans sa filmographie, c'est celui le plus oublié, c'est celui dont on ne parle jamais, et pourtant, bah, comme tu l'as dit toi-même, il fallait bien commencer par quelque part, même si, bah, voilà, moi j'ai vu ce film hier, voilà, pour la besoin de cette filmographie, et j'en ai quand même bien bavé, faut pas se mentir, j'ai quand même bien bavé. Je pense que c'est l'un des pires nanars que j'ai jamais vu de ma vie. Et pourtant, dans la franchise Piranha, des nanars, il y en a eu. Alors, je sais pas si toi tu t'y connais un peu dans la franchise Piranha, donc j'ai pas vu le Piranha de Joe Dante, mais aussi donc le Piranha 3D donc de Alexandre Aja qui était pour le coup qui était pas mal. Il y a eu aussi le Piranha 3D 2 qui était réalisé par un gars qu'on connaît pas mais qui était tout aussi nanardesque et que j'ai vu aussi hier et c'était vraiment pas terrible. Donc Piranha 2, bon on va passer très vite dessus voilà puisque ce n'est rien de Cameron. Voilà, si vous voulez voir un film de Cameron qui n'en est pas un, bah c'est bien Piranha 2. Sinon qu'est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur ce film? Non, t'as tout dit, oui, effectivement, on retrouve absolument rien dans Piranha 2 de
de la mise en scène de Cameron. Voilà, pour moi, Piranha 2, c'est vraiment un film de commande. C'est un tout premier film, son tout premier film, voilà, on lui a balancé dans les pattes. En plus, Cameron a l'habitude d'écrire ses propres scénarios. Tout le reste de sa carrière, de toute façon, c'est lui qui va écrire ses propres scénarios. Exact, ouais. Donc là, oui. Et donc là, c'est vraiment un film qu'on lui a balancé. C'était son premier galop d'essai. Et je pense que même si le tournage a été difficile pour lui, parce que c'est vrai que faut surtout pas parler de Piranha à James Cameron, parce que le tournage a été difficile. Voilà, c'est une mauvaise expérience pour lui. Donc si un jour tu as la chance d'avoir Cameron en interview, tu verras que tu pourras lui poser des questions sur le film, et à mon avis il va vite passer à côté, parce que pour lui ça a été vraiment cauchemardesque et tout. Mais bon, voilà, on sent absolument pas son boulot derrière tout ça. Voilà, c'est vraiment le vilain petit canard de sa carrière. Exactement, voilà. Donc, bah écoutez, ne nous attardons pas plus sur ce nanar horrifique, donc qui n'est absolument pas de James Cameron, et passons en revanche à son premier vrai long métrage, donc de son propre aveu, et bien sûr, un film donc, qui a révolutionné l'histoire du cinéma, l'histoire de la science-fiction, avec le grand Arnold Schwarzenegger, un film que tout le monde connaît, sorti en 1984. Évidemment, le bien connu Terminator. Alors, Terminator, bon, un film de science-fiction que j'ai vu, mais incroyablement, énormément de fois, je l'adore. Bon, je veux pas dire que c'est un de mes films préférés, mais c'est l'un des films les plus connus, les plus célèbres, en tout cas en matière d'action, de SF aussi, parce que action et SF, voilà, c'est deux thèmes qu'on retrouve et dans les films de James Cameron et dans l'univers du cinéma. Et donc, bah, toi, qu'en as-tu pensé? Bon, je pense qu'on a un peu le même avis sur Terminator, mais vas-y, un avis sur ce film culte. Alors, Terminator, alors là, tu touches dans mon cœur de cinéphile. Ah. Là, Terminator, pour moi, c'était une claque monumentale. J'étais bien jeune pourtant, je ne l'ai pas du tout découvert au cinéma à l'époque, parce que c'était en 84, c'est vrai. J'étais bien jeune, ma mère m'aura jamais permis d'aller voir un film comme ça au cinéma, mais c'était une claque, voilà. Il y a tout ce que j'aime dans ce film. Il y a de l'action, il y a de la science-fiction. Il y a des scènes d'action, enfin tout y est. Voilà, moi je l'ai découvert en VHS et ça a été une claquose de chez les claquos, quoi. Voilà, en plus c'est son tout premier scénario, parce que il a écrit ce scénario en même temps qu'il était en train de réaliser Piranha 2, donc il a écrit sur un morceau de table pratiquement, là sur une feuille, son histoire de cyborg qui remonte le temps pour aller sauver la mère du futur leader de future mère du futur leader de la résistance humaine, donc une guerre contre les hommes, contre les robots, enfin bon, les machines, voilà. Donc il avait écrit ce scénario comme ça, c'est un morceau de table. Il a eu énormément de mal parce qu'il a proposé son scénario un peu à tous les studios qui n'en voulaient absolument pas. Tout le monde trouvait que c'était trop futuriste. Enfin bon, bref, beaucoup de studios a refusé son scénario, et il a fini par trouver preneur. Et que dire, voilà, c'est un film qui sort de cinéma, première semaine, petit succès, et puis la deuxième semaine, alors là, le bouche-oreille a complètement marché. Après, c'était des files d'attente devant le cinéma, c'était hallucinant, quoi. Pour moi, c'est un film majeur de la carrière de Cameron. Alors, tu as dit déjà tellement de choses, c'est incroyable, mais oui, Terminator, hein, tu as parfaitement résumé. Alors moi, c'est vrai que j'ai un ressenti un peu plus récent que le tien, puisque moi, bon, j'étais pas du tout né quand il est sorti, comme vous devez même vous en douter vu mon âge, mais voilà, moi, j'aurais tellement aimé être né à cette époque, voilà, pour découvrir aussi bien ce premier opus que le deuxième dont on va parler dans deux films, Terminator 2, le jugement dernier. Mais voilà, c'est vrai que bon, déjà Schwarzenegger, qui était quand même une figure aussi iconique que celle d'un certain Sylvester Stallone avec Rambo, puisque Terminator et Rambo étaient quand même deux figures d'action
plutôt culte et légendaire donc à cette époque. Je pense que tu approuves ce que je dis. Mais voilà. Et donc bah c'est vrai que Schwarzenegger il joue ici donc un espèce de robot, voilà, les lunettes, la petite veste noire. Donc c'est vrai que Terminator aussi c'est un film noir, voilà, c'est un film très sombre, c'est un film glacial. Et c'est vrai que Terminator c'est un premier film d'action, voilà, James Cameron il s'était pas encore trouvé. Va-t-il réaliser des films d'horreur, va-t-il réaliser des films d'action, des films de science-fiction? Bon, et donc là du coup avec Terminator il opte pour un film d'horreur parce que c'est vrai que Terminator c'est un peu flippant quand même comme film, hein. C'est cette histoire un peu de robot, de Skynet, voilà, de monde un peu post-apocalyptique. C'est vrai que c'est une histoire un peu pessimiste, une histoire un peu froide, une histoire un peu glaciale. Voilà, on peut dire un peu, bon c'est pas non plus un film d'horreur mais c'est quand même un film qui fait un peu peur dans son contexte, un peu dans ses acteurs, parce que le Terminator c'est quand même un gars imposant, c'est quand même un gars assez effrayant, tu vois, et même dans les effets spéciaux, dans les robots, tout ça est très effrayant. Il y a un contexte vraiment très froid. On parle comme d'apocalypse, même dans Terminator, même déjà rien que le titre Terminator, terminé quoi. C'est hyper glauque comme titre. Voilà, c'est un sujet hyper, voilà, c'est hyper froid. Et voilà, donc il y a pas mal de thèmes déjà récurrents dans la filmographie de James Cameron qu'on va retrouver dans ce Terminator-là, comme la SF, l'action, un héros, voilà, il y a vraiment des thèmes récurrents. Alors je sais pas, toi, qu'est-ce que tu as préféré dans ce film, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, défauts, qualités, vas-y, qu'est-ce que tu trouves de ce film? Alors, en termes de défauts, j'en vois pas beaucoup parce que ce film est très très riche. Parce que dans les années 80, au moment où Terminator est sorti en 84, ce qui marchait vraiment le plus, surtout auprès du jeune public, quand je dis jeune public, les ados, c'était le slasher. C'était vraiment le slasher qui dominait. Voilà, il y avait beaucoup de réalisateurs qui faisaient des films d'horreur. Je pense à Wes Craven, John Carpenter, des réalisateurs de la même période de Cameron. Donc c'était vraiment le slasher qui dominait. Et Terminator est tout bonnement un slasher. Voilà, on retrouve tous les codes du slasher dans Terminator. À la fois aussi de la science-fiction, la science-fiction des années 60. On voit par exemple la vision du futur au début du film. On voit les petites maquettes. Donc à la fois c'est un côté artisanal, donc il a un regard assez particulier du futur. Voilà, et comme tu le disais très très bien un instant, c'est qu'effectivement il a un côté très pessimiste du futur. Voilà, il voit l'avenir vraiment très très noir. Et ce qui s'émène vraiment beaucoup dans ce film, c'est le côté slasher. Voilà, le Terminator, c'est presque Jason Voorhees, quoi. C'est une machine à tuer, hein. Il a qu'une chose en tête. Il a juste une mission, c'est de retrouver Sarah Connor et pour la tuer, quoi. Donc l'histoire est très simple, parce que toutes les histoires de Cameron en général sont très très simples, mais très très efficaces. Donc pour moi, c'est un peu plus efficace. Voilà, je vous dis, c'est riche en action, on a de la science-fiction, on a des courses de bagnole. Enfin bon, bref, c'est un film qui est vraiment très très riche. Et là, pour son tout premier film, franchement, le mec il tape vraiment dans le mille, quoi. Alors, tu as cité donc deux éléments très importants dans la filmographie de James Cameron. Alors, tu as bien évidemment cité ce côté croque-mitaine, parce qu'effectivement, c'est ce qu'est le Terminator, un peu une sorte de croque-mitaine. Voilà, donc on est en 1984, donc comme tu l'as dit, il y avait pas mal les films d'horreur, les slashers. Voilà, il y a eu Spielberg aussi qui est passé par là avec le bien connu Jaws, les Dents de la Mer, donc qui était quand même bon. Spielberg, voilà, c'était un peu son incursion dans le monde horrifique, mais bon, Cameron, Spielberg, voilà, c'était un peu quand même les deux grands maîtres de l'époque avec d'autres maîtres horrifiques de l'époque. Voilà, tu l'as dit, Craven, Carpenter, voilà, il y avait énormément de grands noms comme ça qui se rassemblaient. Bon, il y avait aussi un peu plus en décalage, il y avait aussi un peu Hitchcock, mais bon, lui c'était un peu après. Mais voilà, donc Terminator, il rassemble donc deux thématiques omniprésentes. Donc tu l'as dit toi-même, Sarah Connor, puisque dans la filmographie de James Cameron, on retrouve quand même pas mal d'héroïnes fortes. Voilà, donc Sarah Connor, voilà, qui est la première grosse héroïne forte. Après, avec Alien 2, dont on parlera juste après, il y aura donc Ellen Ripley, bien entendu, la grande et belle Sigourney Weaver, aussi bien entendu
Lindsay dans Abyss, bien entendu Linda Hamilton dans Terminator 2, bien évidemment Jamie Lee Curtis dans True Lies, j'en passe et des meilleurs. Donc c'est vrai que on commence déjà avec Sarah Connor, voilà, c'est la première héroïne forte au cinéma, et c'est vrai qu'il y a vraiment que Cameron pour nous faire des héroïnes aussi badass, aussi incroyables que ça, quoi. Une des héroïnes un peu dans l'action, parce que dans les slashers également il y a tout ce côté héroïne, voilà, les croque-mitaines et les héroïnes, hein. On peut notamment citer Laurie Strode dans La Nuit des Masques avec Jamie Lee Curtis, comme de par hasard, Jamie Lee Curtis, True Lies, voilà, il y a ça, pas mal de choses qui résonnent, hein, qui se connectent, voilà, dans ces années 80-90. Donc voilà, donc Terminator, c'est vrai que ça impose Cameron comme un excellent metteur en scène. En plus, le scénario est hyper original, hyper visionnaire, hyper noir. Donc voilà, on peut s'imposer Cameron comme un grand metteur en scène. Il y a également, on retrouve déjà également beaucoup de mise en scène, beaucoup de sa patte artistique. C'est son premier grand scénario puisque Cameron signera le scénario ensuite de tous ses films. Voilà, il est aidé, il est co-scénariste. Soit il est tout seul, ou soit il est aidé de deux autres co-scénaristes. Mais bon, en général, c'est vraiment lui qui impose, quoi. Donc voilà. Pardon? Non, je dis, non, non, en général, il écrit les scénarios lui-même. Hein. C'est vraiment Ouais, un ouais. touche-à-tout. Hein. Il est très, très perfectionniste. Il veut pratiquement tout contrôler. On le verra après par la suite dans sa carrière où il est même reconnu comme un peu despote sur les tournages, surtout sur le tournage d'Abyss, mais bon, ça on en reviendra bien après. Mais non, c'est un touche-à-tout. Et effectivement, il a les femmes fortes les femmes fortes dans ses films a une place très très importante. Voilà, il aime les femmes. Voilà, il aime les femmes fortes. Parce que dans Terminator, au début, on voit Sarah Connor comme une femme fragile, une petite une petite jeune fille comme ça qui travaille dans des serveuses et puis voilà, pratiquement en l'espace de quelques heures, il y a un mec qui lui dit voilà, tu vas être la mère du futur leader de la résistance humaine dans le futur. Donc au début elle est fragile et au fur et à mesure que le film avance, elle devient de plus en plus forte et ça c'est vraiment une marque de fabrique typique de Cameron. On sent qu'il aime les femmes fortes et que la femme a une énorme place dans son monde, dans sa filmographie, enfin dans son cinéma. Tout à fait, ouais, je suis tout à fait d'accord. Donc Terminator, premier grand film donc, du cinéaste, premier grand film de science-fiction. Franchement, Terminator, presque un film parfait, oui et non, parce que quand même il a quelques petites failles scénaristiques, voilà, trop d'incohérences. Mais c'est vrai que voilà que quand même dans un scénario avec des robots, Skynet, l'un est envoyé pour tuer John Connor, puis la Résistance envoie un autre Terminator, donc le fameux T-800 pour protéger Sarah Connor. Enfin bref, il y a toute cette histoire de temporalité. C'est pas facile, voilà, il y a des choses pas faciles à gérer. Voilà, c'est un peu comme Retour vers le futur avec ces histoires de voyage dans le temps, de temporalité. Voilà, à l'époque c'était pas encore très clair, donc normal qu'il y ait des petites incohérences. On va pas, voilà, c'est les débuts de Cameron au scénario et vraiment dans l'incursion du cinéma, donc on va pas lui en vouloir, voilà, d'avoir quelques petites erreurs parce que aucun film n'est parfait. Non, aucun film n'est parfait, je peux vous l'assurer. Mais bon, donc voilà, donc tu parlais vraiment des femmes fortes et ce qui nous permet donc de faire la transition avec son deuxième grand chef-d'œuvre, parce que oui, chez Cameron, il n'y a que des chefs-d'œuvre. Un film sorti en 1986, donc la suite donc d'un film de Ridley Scott sorti en 78, j'ai nommé évidemment Alien 2, donc sorti en 1986. Donc on va rappeler le contexte vite fait. Donc suite donc du film Alien qui est réalisé par Ridley Scott et sorti en 78. Ridley Scott, le bien connu Ridley Scott, hein, réalisateur de Blade Runner, Cartel, Thelma et Louise, j'en passe et des meilleurs bien entendu, mais bon, c'est pas de Ridley Scott qu'on parle, mais bon, il y aurait quand même à dire sur son cas, même si bon, Ridley Scott et James Cameron étaient quand même des précurseurs donc de la SF dans les années 80-90, donc voilà, ils étaient quand même, c'était eux qui étaient quand même assez au sommet avec Spielberg qui arrivait juste derrière. Donc Alien 2, voilà, on parlait justement des femmes fortes, évidemment Ellen Ripley, Sigourney Weaver, une actrice incroyable, charismatique, badass. Bon, après Sarah Connor dans Terminator 1, bon, c'était une petite Sarah Connor puisqu'il fera mieux dans Terminator 2. Mais voilà, donc Alien 2 est vraiment un pur film d'action, voilà, qui rassemble à peu près toutes les thématiques des films de James Cameron. Héroïne forte, film glacial, film avec du danger qui règne, avec des monstres. Qu'as-tu pensé de Alien 2? Alors Alien 2, alors pour moi c'est probablement le meilleur Alien de la
la saga, voilà. Bien sûr, j'adore le premier, qui est un film culte de chez Culte. Mais en fait, le premier, c'est un film de monstre huis clos. Par rapport au deuxième, alors là, Cameron, les producteurs de la saga viennent le voir, parce qu'après le joli petit succès qu'avait fait Terminator, donc forcément, Cameron était le jeune réalisateur à la mode à ce moment-là. Donc les producteurs de la saga Alien viennent le voir. Mais Cameron leur met déjà tout sur la table en leur disant voilà, je veux bien faire Alien 2, mais attention, vous me laissez écrire le scénario et vous me donnez 6 millions, 6 millions de dollars. Voilà. Et un budget quand même assez conséquent pour l'époque pour faire le film. Donc là, les producteurs lui disent ok, banco, on te laisse faire ton film. Et là, franchement, pour moi, c'est comme je te disais, pour moi c'est le meilleur Alien. Il emmène la saga complètement ailleurs parce que Cameron, ça l'intéressait absolument pas de refaire une redite du film de Ridley Scott. Voilà, ça l'intéressait pas. Il s'est dit si c'est pour faire juste une suite, ça m'intéresse pas. Donc là, il a complètement fait exploser la saga. Alors, quand je dis exploser, ça veut dire que voilà, il l'emmène beaucoup plus loin. Et là, il décide carrément de faire un film de guerre dans l'espace, tout en gardant l'ADN du tout premier film. Et pour moi, c'est une tuerie. Voilà, Sigourney Weaver dans le rôle de Ripley est iconique comme pas deux. Elle était déjà forte dans le premier, mais là, dans le deuxième, il l'amène. Là, c'est vraiment une femme badass de chez badass, mais ayant aussi des failles, parce que ce qui est bien dans les personnages féminins de Cameron, c'est que à la fois c'est des femmes fortes, mais aussi qui ont beaucoup de failles, voilà, qui ont en général beaucoup de traumatismes. Et là, il l'emmène vraiment très loin. Donc, ça suit directement l'histoire du tout premier film. Voilà, donc on apprend que Ellen Ripley a dérivé dans l'espace pendant 57 ans. Elle est récupérée par un vaisseau humain. Entre-temps, Hélène apprend que les humains ont envoyé des colons sur la planète NV426, c'est ça je crois, et que en fait ils n'ont plus de contact des colons, donc ils envoient un groupe de Marines et ils demandent à Ripley de les accompagner en tant que observatrice, je sais pas comment je pourrais dire ça, voilà, observatrice. Et c'est à ce moment-là que le cauchemar va reprendre, et là franchement Cameron nous a fait un putain de film. Avec des effets spéciaux, je vous en parle même pas, des scènes d'action iconiques, de l'angoisse à tous les niveaux. Moi je trouve que c'est l'Alien où il y a plus d'angoisse, des scènes plus de... Vraiment, il y a des moments où on est vraiment... en haleine. Vraiment scotché. Ah oui, non, pour moi c'est une tuerie, je sais pas pour toi, mais comment tu as appris le film? Ah, t'as déjà dit tellement de choses, en plus tu nous as fait un petit synopsis du film, donc un petit résumé, donc ça c'est vraiment parfait. Moi je comptais résumer le film, mais tu l'as fait bien mieux que moi. Alien 2, bah t'as dit beaucoup de choses. Alors c'est vrai que Ridley Scott était plus, son Alien c'était plus un huis clos, voilà, dans un vaisseau, donc qui était le Nostromo, donc c'était plus un huis clos isolé, voilà, où tous les membres de l'équipage mouraient les uns après les autres, voilà, donc au début, voilà, c'était plutôt un film à ambiance, voilà, ça s'installait vraiment petit à petit, c'était pas le xénomorphe, voilà, il arrivait bien plus dans la deuxième partie de l'histoire, parce que dans le premier temps, Alien c'était juste des membres d'équipage, voilà, qui se réveillaient, qui étaient dans un vaisseau, qui parcouraient un peu la planète, sur laquelle ils avaient repéré une forme de vie. Puis après le xénomorphe arrivait, puis après donc il avait tué donc le fameux sergent Kane, donc John Hurt, donc qui est une scène des plus cultes du cinéma, voilà, il faut quand même le rappeler parce que c'est quand même une scène forte. Voilà, Alien, je l'ai vu au cinéma avant la fermeture des cinémas en octobre dernier, franchement waouh, c'était énorme. Donc voilà. Et Alien 2, alors Alien 2, Cameron, on retrouve quand même certaines choses, donc ce côté très froid, ce côté très pessimiste, ce côté un peu guerre, parce qu'il y a beaucoup de guerre dans la filmographie de James Cameron. Déjà dans Terminator, voilà, la guerre des robots, évidemment dans Abyss, la guerre c'était pas vraiment une guerre mais un affrontement face à face entre les aliens et les humains. Après évidemment dans True Lies il y a un peu une forme aussi apocalyptique. Dans Titanic c'est un peu plus, c'est totalement différent, mais c'est vrai que dans Alien 2 on retrouve pas mal de choses, donc
déjà il y a des acteurs récurrents dans la filmographie de Cameron, à savoir Bill Paxton, donc qu'on reverra dans True Lies, qu'on reverra dans Titanic, qu'on reverra dans Les Fantômes du Titanic. On a aussi Michael Biehn qu'on reverra dans le film suivant, Abyss. Voilà, mais Alien 2, voilà, c'est un film où il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de personnages. On retrouve ce côté équipe parce qu'il y a beaucoup d'équipes, il y a beaucoup d'interactions entre les personnages. Voilà, c'est vraiment des teams, voilà, c'est vraiment des équipes. Voilà, dans Terminator 2, il y avait cette team, Kyle Reese, Sarah Connor, T800. Voilà, il y a toujours peu de personnages, mais c'est toujours des petits groupes de personnages. Voilà, c'est toujours des personnages, mais ils sont tous bien exploités à l'écran, bien développés. Ils interagissent tous entre eux pour prendre des décisions parce que en fait, c'est un groupe de personnes contre le camp suivant. Voilà. Dans Terminator, voilà, c'est Kyle Reese, Sarah Connor, le T800 contre les robots de Skynet. Dans Abyss, voilà, c'est les humains contre les aliens, enfin contre l'océan lui-même, parce que l'océan c'est l'ennemi donc des humains dans Abyss. Mais voilà, c'est vrai que dans Alien 2, c'était vraiment peut-être pas le chef-d'œuvre de Cameron, mais en tout cas, c'est vraiment les films où il avait vraiment commencé à trouver sa patte. Voilà, Terminator, c'est plus un film d'action, vraiment avec le côté patte scénaristique de Cameron, alors que cette fois-ci, il y a plus la patte visuelle en plus de sa patte scénaristique. Je sais pas si tu es d'accord avec moi sur ce point-là. Oui, tout à fait. Le Terminator 2, en fait, c'est... bon, maintenant, c'est un film culte, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. À l'époque, c'était une série B de lutte. Donc, en fait, il n'avait pas un énorme budget. Et avec le peu de budget qu'il avait, il a quand même réussi à faire un sacré film. Mais là, pour Alien 2, là, il avait un budget beaucoup plus conséquent. Et là, il s'est fait vraiment plaisir. Tout ce qu'il aime, enfin, tout ce qui fait la richesse de son cinéma se retrouve dans Alien. Non, voilà, pour moi, voilà, c'est vraiment la grosse première pierre de sa carrière. C'est là où pleinement il arrive à mettre tout ce qu'il aime dans son film. C'est grâce à lui d'ailleurs qu'on a droit à la première apparition de la reine alien. C'est même lui qui l'a dessiné, qui a fait les storyboards de la reine alien. Donc quand même, on n'avait pas de reine alien auparavant. Ridley Scott, en fait, on avait juste des œufs, on ne savait pas d'où venaient exactement ces œufs. Et Cameron a réussi à nous faire découvrir d'où viennent ces œufs, donc par la reine alien, donc qui est très très impressionnant. Je me rappelle à l'époque quand je l'avais vu, elle m'avait été bien flippée. Et j'aimais bien aussi le côté de Ripley, parce que dans le film de Cameron, on apprend que Ripley est une mère, voilà. Enfin, il y a eu deux versions du film, voilà. Il y a eu la première version cinéma qui est sortie en 86, c'était la version courte. Et quelques années après, Cameron a fait une version longue de son film, donc un director cut. Et là, qui est beaucoup plus développé. Et là, on apprend que Ellen Ripley avait une fille, qu'elle est morte pendant son voyage, parce que comme elle a dérivé 57 ans dans l'espace, donc sa fille est morte de vieillesse. Et en plus de lui faire devenir une femme badass, encore plus badass que dans le premier film, on a ce côté aussi traumatisme d'avoir perdu un enfant. Voilà, il apporte vraiment des éléments nouveaux dans le personnage de Ripley qui n'était pas exploité dans le premier film. Et là, il le fait vraiment très très bien. Et comme tu disais auparavant, il apporte énormément à ses personnages. Voilà, tous les personnages sont super bien écrits. Pour lui, les personnages, c'est vraiment primordial dans son cinéma. Donc voilà, pour moi, c'est un film pratiquement parfait. Comme tu dis, les films parfaits n'existent pas, mais pour moi, Alien, c'est vraiment une claque, quoi. Alors, tu parlais justement tu t'es abordé justement un point intéressant. Ellen Ripley en tant que mère, parce qu'on n'a pas encore cité un personnage très important dans ce film, c'est bien Newt. Alors Newt, qui est quand même un personnage fondamental, parce que c'est vrai que les enfants chez James Cameron, il y en a pas beaucoup. Je crois dans sa filmographie, il y en a 2-3 maximum. Voilà, on a John Connor, évidemment, le culte John Connor dans Terminator. On a Newt dans Alien 2. On aura la petite fille bien connue dans Titanic. Voilà, c'est pas non plus une héroïne, mais c'est un personnage, voilà, tu sais, la petite fille, voilà, qu'on entreaperçoit dans certaines scènes. Et on aura aussi donc la fille donc de Jamie Lee Curtis et Arnold Schwarzenegger, enfin de leur personnage bien entendu dans True Lies. Donc c'est vrai que là
là, il fait quelque chose de incroyable, c'est qu'il met une petite fille dans un film d'horreur de guerre. Et ça, c'est quand même très fort. Parce que on s'attend pas du tout, voilà, dans ce genre de film avec des aliens dans une sorte de film d'horreur spatial, voilà, où tout est très sombre, où ça pète de partout avec une reine alien hyper flippante, voilà, ce climax vraiment hyper flippant, à voir un enfant. Et ça, je trouve ça quand même hyper fort. Mais c'est vrai, il y a cette relation entre Ellen Ripley et Newt qui est quand même incroyablement forte. En plus, c'est vrai qu'en plus la petite fille, elle est vraiment investi dans toutes les scènes d'action, et surtout à la fin où carrément elle assiste, tu te rappelles donc à la décapitation d'un gars vraiment à la fin. Voilà, on spoil un petit peu, mais bon, je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez vu tout le film de James Cameron, parce que oui, ça va spoiler de toute façon, je vais le mettre dans le titre. Mais c'est vrai que Cameron, il ose mettre une petite fille dans toutes les scènes d'action, même dans les plus gore, parce que c'est quand même un film très gore. Alien 2, voilà, c'est quand même un film où ça saigne, voilà, où il y a des corps arrachés, où il y a des gens qui se font bouffer. Enfin, c'est quand même assez horrible, c'est quand même très crade, c'est très trash. Et bah, de toute façon, c'est un peu la patte aussi de Cameron, voilà, chez Cameron, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de décapitations, il y a beaucoup de tout ça, vu que c'est un peu des films de guerre, donc ça implique beaucoup de choses trash. Mais voilà, donc le personnage de petite fille, est-ce que c'était une bonne idée? Oui et non, parce que c'est quand même très surprenant, voilà, de voir une petite fille déjà dans un film d'horreur, voilà, parce que même si on voit des enfants dans des films d'horreur, ils sont parfois en décalage, voilà, ils sont dans le film mais ils agissent pas, c'est pas des personnages récurrents, alors que nous, c'est presque une seconde héroïne en fait là dans ce film. Oui, tout à fait. Mais non, mais moi je trouve que c'est plutôt un bon point pour le film parce que je pense que Cameron ne voulait pas faire un film, le personnage d'Ellen Ripley, il voulait pas que ce soit une grosse femme badass qui pense qu'à désinguer que des aliens. Il voulait lui mettre un petit côté attendrissant comme ça, un petit côté oui mère, voilà, en fait parce qu'au début du film on apprend que Ellen Ripley n'a pas encore fait le deuil de sa fille, donc elle apprend que sa fille est morte, donc elle n'a pas eu le temps de faire le deuil. Et au moment où elle rencontre cette petite fille-là, cette petite fille lui fait rappeler sa fille, donc je pense que c'était pour adoucir un petit peu le personnage de Ripley. Il voulait pas que Ripley soit une machine de guerre, il voulait qu'elle garde quand même ce côté, comment dire, pas féminin, mais ce côté maman, voilà, ce côté pas en faire une machine de guerre, voilà. Donc je pense que c'était une bonne idée de la part de Cameron d'incorporer le personnage de Newt, qui est assez important, que je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est pratiquement le second rôle presque, enfin, si on met de côté tous les soldats. Mais non, je pense que c'était une bonne idée de Cameron, c'est le côté un petit peu voilà, Newt a le côté un peu c'est un peu l'avenir, enfin l'avenir c'est le côté un peu clair du film, parce que c'est vrai qu'il est très très sombre, très très violent, parce que le cinéma de Cameron, de toute façon on n'est pas là pour se marrer, c'est un cinéma très 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 violent, avec beaucoup de scènes d'action, beaucoup de sang. Voilà, Cameron c'est un réalisateur d'action, donc voilà. Et je pense que c'était une bonne idée. Newt, le personnage de Newt, je l'aime beaucoup. Voilà. Ouais, moi aussi. Et donc on va terminer avec Alien 2, donc par un petit classement de la saga Alien. Enfin alors, parce qu'il faut quand même signaler donc que Cameron donc passe après Ridley Scott. S'en suivra donc Alien 3 qui sera réalisé par David Fincher, Alien 4 la résurrection qui sera réalisé par Jean-Pierre Jeunet, et les deux préquels donc qui seront réalisés par Ridley Scott, donc qui sont tous deux détestés, à savoir Prometheus et Covenant. Alors moi je pense que mon préféré ça va quand même être le premier Alien, ensuite va venir Alien 3, puis Alien 2, puis Alien 4, et les deux préquels n'existent pas. À ton tour. Bah écoute, moi c'est à peu près pareil que toi, voilà, j'aime beaucoup le premier, mais c'est vrai que je le mettrais pratiquement côte à côte, enfin un petit peu plus Alien, parce que Alien est très très riche, Alien je veux dire, tu vois, donc le film de Cameron est très très riche, il y a tout ce que j'aime dans le cinéma, je vous dis, il y a la science-fiction, il y a l'horreur, il y a le film de guerre, parce que je suis un grand amateur de films de guerre, ouais, il y a vraiment tout, et Cameron amène la saga vraiment dans autre chose. Il aurait pu faire une suite banale sur ce que avait fait Ridley Scott. Voilà, il aurait pu faire la suite banale. Et là, il amène vraiment la saga dans autre chose. C'est grâce à Cameron, moi c'est mon avis personnel, c'est grâce à Cameron que la saga Alien est devenue ce qu'elle est maintenant. Parce qu'il lui a donné cette espèce de grandeur, enfin il lui a apporté vraiment cette grandeur, donc pour moi, je le mets vraiment côte à côte avec le tout premier, parce que c'est vrai que le premier c'est un must de chez must,
Mais c'est vrai que pour moi, c'est le meilleur Alien. Voilà, moi je l'ai vu, je sais pas, une cinquantaine de fois. Et à chaque coup, j'ai l'impression de le découvrir pour la première fois, quoi. Pour moi, c'est le Alien de la saga. Sans problème. Bah écoute, hein, je t'en remercie surtout à tous les niveaux, voilà. Film d'horreur, d'action, de guerre incroyable, une Sigourney Weaver au top, un film qui en impose de James Cameron qui, après Terminator, réalise un pur film d'action de guerre. Voilà, Terminator était déjà un film d'action de guerre, mais là il renchérit encore avec plus de scénarios, avec des personnages encore plus croustillants. Bon, des méchants un peu caricaturaux certes, mais des acteurs tout de même récurrents, Bill Paxton et Michael Biehn. Ce qui nous amène donc à faire la transition avec son prochain film sorti en 1989, un film sous-marin, un huis clos sous-marin, j'ai nommé Abyss, évidemment sorti en 1989, et là, c'est là que Cameron livre un des plus grands films de SF sous-marin, parce que oui, c'est un huis clos, un film de SF, un film d'action sous-marin. Voilà, là, il envoie tout ce qu'on a déjà pu voir dans son cinéma après, à partir de Terminator et de Alien 2, et il le fait en sous-marin, parce que oui, une grande thématique qui est récurrente chez Cameron, c'est les sous-marins, les profondeurs de nos océans, de nos mers. Et vraiment, c'est un film, donc l'aquatique en gros, hein, tout ce qui est aquatique, tout ce qui est marin, ça vraiment, Cameron, ça le fascine. Et on aura l'occasion encore plus de le voir dans ses prochains métrages. Mais voilà, Abyss, un grand film de 2h30, parce qu'il faut quand même rappeler que les films de Cameron sont tous très longs. Hein. Bon, son film le moins long, c'était Piranha 2 avec 1h34, mais bon, celui-là, on s'en fiche. Hein. Enfin, on s'en fiche, voilà, il est très à part dans sa filmographie. Bon, Terminator, Alien 2, tout ça, ce sont des films qui durent vraiment globalement longtemps, voilà, 2h, 2h20, 2h30, même 3h presque pour Abyss en version longue, si je ne me trompe pas. Donc Abyss, vraiment, film incroyable. Moi, j'adore les huis clos, j'adore les trucs vraiment stressants, les trucs très prenants, parce que dans les huis clos, surtout, il y a toujours des petites astuces scénaristiques pour que les personnages puissent se sortir de la situation. En plus, là, il y a beaucoup de personnages, encore une fois, on retrouve ce petit groupe de personnes, voilà, Ed Harris en Bud, il est charismatique au possible, voilà, il a un rôle masculin incroyable. Sa femme Lindsay, dont le nom s'affichera ici parce que j'ai oublié son nom, voilà, elle est incroyable aussi. Voilà, un rôle féminin assez fort. Voilà, on l'a dit, les rôles féminins sont hyper importants, et là encore il le prouve, surtout qu'en plus là c'est un personnage féminin qui vole presque le vedette à Ed Harris. Voilà, donc c'est l'histoire, voilà, de ce sous-marin qui doit porter secours à un autre, voilà, qui est coincé dans les profondeurs de l'océan, et après il se rend compte qu'il y a une espèce de présence surnaturelle au fond des mers, et après il y a vraiment la deuxième partie qui est hyper prenante, parce que c'est vrai que dans Abyss, la première partie elle est pas top, voilà, c'est surtout des personnages qui s'engueulent, voilà, une opération secours, et puis après ça part dans quelque chose d'encore plus mystique, d'encore plus abyssal. Alors après, c'est vrai que Abyss, c'est un film qui m'a quand même pas mal endormi, parce qu'on est dans les profondeurs des océans. Dans la première partie, il se passe pas forcément grand chose, ça va surtout être un huis clos où les personnages vont discuter, ils vont prendre des décisions, mais ils vont beaucoup s'engueuler, il va y avoir beaucoup d'engueulades, voilà, on va aller dans cette espèce de vaisseau sous-marin, il y a plein de couloirs, il y a plein de pièces partout, enfin, c'est là que Cameron y balade un peu sa caméra à travers tous les protagonistes, hein, et il y a 2-3 scènes d'action au fur et à mesure, mais c'est à partir de la deuxième heure, voilà, dans la dernière grosse demi-heure, que le film, voilà, raconte vraiment quelque chose de très mystique. Donc Abyss, c'est un grand film, mais c'est pas mon préféré de James Cameron. Et toi, qu'en as-tu pensé? Alors moi, quand j'ai découvert Abyss, j'ai adoré. Pour moi, c'est son plus beau film. Voilà, on sent vraiment l'amour que Cameron porte pour l'océan. Voilà, il a une fascination. Il a une fascination pour l'océan, tout ce qui est des fonds marins, tout ça, c'est vraiment, ça se voit nettement dans Abyss qu'il adore l'eau. C'était un film qui a été long à tourner. Voilà, il a loué une ancienne usine où il a fait construire des énormes bacs qu'il a remplis d'eau. La trois quarts du casting était en permanence dans l'eau, donc c'était un tournage qui était très très difficile. Oui, effectivement, comme tu disais, c'est dans sa première demi-heure, il prend bien le temps de mettre en place ses personnages. Voilà, on retrouve toute cette galerie de
marins, je sais pas comment on pourrait les appeler, des explorateurs là, au fond de leur... Ouais, des voilà, scientifiques, des quoi. caractères, ouais, des scientifiques, voilà, qui ont tous leur caractère bien à eux. Ed Harris est complètement époustouflant dans ce film-là. Je l'adore, c'est un acteur que j'ai toujours apprécié, mais là, il est vraiment très très bon. Elisabeth Marotania, ouais, je crois que c'est à peu près ça. Elle a un nom un peu énorme. C'est Et vrai. qui joue le rôle de sa femme, qui est, comme tu dis, qui est très très bonne, qui est limite des fois par moments à lui piquer la vedette. Et franchement, on a vraiment de très très bons personnages comme ça qui ont bien leur caractère à eux. Et dans sa deuxième partie de film, voilà, il s'oriente complètement dans un film de science-fiction style, voilà, moi je trouve que Abyss ça ressemble à Rebond du troisième type, je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il y a un gros côté Rebond du troisième type de Spielberg là avec ces extraterrestres. Oh là, je spoil un petit peu, mais bon, le film a plus de 30 ans, on va dire que tout le monde l'a vu, hein. Mais voilà, il y a un gros côté Rebond du troisième type à la fin avec ces extraterrestres qui sont au fond de l'eau et qui nous observent. Et oui, pour moi, c'est vraiment un film phare. Pour moi, c'est le plus beau film de Cameron. Les effets spéciaux n'ont pas pris une ride. Alors, je sais pas pour toi ce que tu en penses, mais pour moi, les effets spéciaux n'ont pas du tout pris une ride. Pourtant, le film a plus de 30 ans et franchement, il filme l'eau. Voilà, j'ai jamais vu un réalisateur filmer aussi bien la flotte. Pourtant, le film a été quasi tourné en studio. Voilà, dans des espèces de grands bacs, etc. Donc, dans des espèces de grandes piscines. Donc, mais le film est de toute beauté. Pour moi, c'est vraiment un film qui est magnifique, quoi. Je sais pas si tu en penses. Bah écoute, ouais, t'as dit pas mal de choses, ouais, t'as dit effectivement que Cameron il savait très bien filmer les océans, les profondeurs, voilà, les abyssales de l'océan, c'est tout à fait ça. Et on remarque encore une fois l'obscurité, c'est très sombre comme film, hein, on n'a pas beaucoup de lumière, de toute façon l'eau en général c'est tout noir, on voit rien au fond de l'eau, donc comme dans beaucoup de films de James Cameron c'est très froid, c'est très sombre, c'est très obscur. Alors effectivement, le côté rencontre troisième type, c'est vrai que j'aurais jamais pensé à faire cette espèce de lien, de connexion entre les deux films, mais de toute façon on parle quand même d'un grand réalisateur et c'est Steven Spielberg, et James Cameron, Steven Spielberg, bon, encore une fois deux grands maîtres de l'époque qui le sont encore aujourd'hui. De toute façon leur réputation n'a aucunement failli, surtout pour Spielberg d'ailleurs, parce que Cameron, bon, on a un Avatar 2, on l'attend encore, hein, donc voilà, c'est pour ça que voilà, mais c'est vrai qu'Abyss, il contient quand même toutes les thématiques, encore une fois, présentes dans James Cameron, voilà, les explorations sous-marines, voilà, ces groupes de personnages, l'histoire d'amour, très importante, voilà, entre le personnage de Bud et celui de Lindsay, et c'est vrai que l'histoire d'amour chez James Cameron, c'est hyper important, parce que, évidemment, bon, dans Piranha 2, on a un couple marié, dans Terminator, évidemment, Kyle Reese, Sarah Connor, dans Alien 2, bah, on a quand même, pareil, hein, ces relations hommes-femmes, on retrouve toujours ces relations homme-femme. Dans Abyss, évidemment, bah, on en parle, voilà. Dans Terminator, le jugement dernier, une fois de plus, Sarah Connor, voilà, le T800, encore une fois. Dans True Lies, pareil, Jamie Lee Curtis, Arnold Schwarzenegger, donc Harry Tucker et Helen Tucker. Dans Titanic, évidemment, le couple emblématique que tout le monde connaît et que tout le monde chérit, Jack et Rose. Et Avatar, évidemment, Jake et Neytiri. Donc voilà, donc on a toujours une histoire d'amour ou une relation homme-femme très importante et primordiale dans un film de Cameron. Et donc d'après une anecdote de Cameron lui-même, enfin ça c'est ce que beaucoup suggèrent et Cameron avait lui-même plus ou moins suggéré ça, c'est que cette relation est en fait une propre image, un propre miroir donc de la relation qu'avait Cameron à l'époque avec sa femme, puisqu'il était en instance de divorce où ça se passait pas très bien avec sa femme à l'époque, donc disons que c'est un peu le reflet entre parenthèses, voilà, parce qu'ils arrêtent pas de se chamailler jusqu'à dans la deuxième partie, bon, où ils vont retomber amoureux, mais et c'est vrai que dans la première partie, en fait, on a l'impression un peu de voir ce reflet, voilà, de la relation Cameron et sa femme en Bud et Lindsay, quoi, parce que ils arrêtent pas de s'engueuler, ils sont d'accord sur rien, leurs décisions sont opposées, mais c'est quand même très important. Voilà, c'est une thématique importante et on la retrouve vraiment en grande fanfare dans ce film-là. Donc après Alien 2 et on la retrouvera encore plus dans ce prochain film, Le Jugement Dernier. Donc évidemment, on a Michael Biehn, excellent acteur, évidemment. Vraiment la deuxième partie
aussi, elle est immense, voilà, franchement, quand on est en apnée, voilà, on est comme les personnages, on est en apnée, voilà, quand Bud il descend, voilà, dans toutes les profondeurs de l'océan, à je ne sais comment, de 1000 lieues sous les mers, c'est tout bonnement incroyable, et puis la rencontre avec ces fameux aliens, voilà, cette fin où le vaisseau ressurgit de l'eau, bon là je spoil complètement la fin, mais parce qu'elle est magnifique cette fin, elle est vraiment subliminale, et c'est vrai qu'on là on pourrait voir un peu le côté lumineux avec Rencontre troisième type, où Richard Dreyfuss, voilà, il était appelé justement par ce vaisseau alien, voilà, vraiment, Rencontre troisième type, un des Spielberg les plus sous-cotés de sa filmographie, voilà, vraiment, c'est un film extraordinaire de science-fiction, et pourtant, vraiment, il est génial, vraiment, Rencontre troisième type. Et d'ailleurs, si vous voulez un argument de taille pour vous convaincre, il y a également François Truffaut, donc un acteur que Spielberg aimait beaucoup, donc voilà, donc deux arguments de taille pour aller voir Rencontre troisième type, qui est vraiment un Spielberg extraordinaire que j'ai vu. Bon, c'est pas un de mes préférés, mais ça ne s'est plus sous-côté, et pourtant ça ne s'est plus réussi, parce que dans l'art de la SF, Spielberg est également un maître. Mais voilà, Abyss, film incroyable, film magnifique. La première heure, un peu timide, mais là, il développe ses personnages, il développe ses protagonistes. Voilà, il développe un peu son contexte, il nous balade un peu dans cet immense vaisseau. C'est un huis clos sous-marin avec des enjeux hyper forts, voilà, parce que c'est vrai qu'en sous-marin, c'est hyper stressant. Enfin, moi, j'ai jamais été dans ce genre de contexte-là, mais on se dit, waouh, ça doit être quand même être assez flippant, voilà, d'être en profondeur sous les eaux avec des personnes, avec, voilà, c'est très stressant, c'est très en haleine, tout le monde est stressé, tout le monde est paniqué, et dès qu'il y a un peu quelque chose qui va pas, bah, vu qu'on est en profondeur sous l'eau, bah, forcément, on a peur, voilà, c'est très stressant, et nous, on est avec ces personnages-là, on stresse pour eux, et donc c'est tout bonnement un film incroyable. Donc, Abyss, un film beau, c'est pas mon préféré parce que j'ai un peu vraiment la première heure elle me dérange un peu parce que bon il se passe pas grand chose, mais c'est surtout pour la deuxième heure que j'ai rendu le film, et la deuxième heure de toute façon est la meilleure et la fin est absolument grandiose. Donc toi, si tu as quelque chose à rajouter, on va tout de suite passer au suivant. Non, écoute, pour moi, oui, comme je te disais, pour moi, c'est son plus beau film. Moi, les deux parties me vont totalement. Voilà, j'adore la première partie où il met bien en place ses personnages. On a bien le temps de s'attacher à ces personnages. Ensuite, après, on a la partie exploration où on voit Bud là qui descend le long de la crevasse, de la paroi. On a vraiment peur pour lui, et on a ce côté claustro. Voilà, on est limite, on est dans notre siège. On sait qu'on est à l'abri dans notre siège. Et comme eux, on a l'impression qu'on manque d'air. Enfin, à chaque fois que je vois ce film-là, je suis un peu comme eux. J'ai l'impression que je vais plus avoir d'air. Que je sens la pression de l'eau, et pourtant je suis dans mon canapé. Et c'est la grande force de Cameron, c'est ça, c'est Le côté très immersif en fait, hein. tout à fait, voilà, il arrive à chaque coup, à chaque film, à nous faire rentrer dans son film. Voilà, on a l'impression d'être un acteur de son propre film, et c'est la grande force de Cameron. Donc voilà, moi Abyss, je l'adore. Voilà, j'adore la façon où il a filmé l'eau, j'adore les acteurs qu'il y a dedans. Le tournage a été difficile, oui, c'est vrai que y a Ed Harris qui a dit une fois dans un interview qu'il a failli craquer plus d'une fois, et qui a failli quitter le tournage. L'actrice qui joue sa femme, donc Elisabeth Mamama, je sais plus comment là, elle a dit carrément qu'à la fin du tournage, à la fin de la fameuse scène où elle meurt, Cameron l'a tellement poussé, parce qu'en fait il l'a immergé carrément dans de l'eau froide pour qu'elle ait la peau bleue. En fait, ce qu'on voit à l'écran, elle a du maquillage bien sûr, mais elle a pratiquement les lèvres bleues parce qu'il l'avait carrément plongée dans de l'eau froide. Il voulait vraiment un effet sur son visage, enfin sur son corps, de femme qui a été vraiment immergée dans de l'eau froide. Et l'actrice l'a très très mal vécu. Il paraît que c'était une fin de tournage catastrophique. Il paraît qu'ils s'entendaient absolument pas. Mais bon, ça c'est Cameron. Il paraît que Cameron est très très pointilleux sur ses tournages, et donc très dur avec ses acteurs. Donc là, avec cette actrice, ça s'est pas très bien passé. Ça n'a pas empêché que le film qu'elle soit excellente dans le film. Malheureusement, le film a fait un gros gadin à l'époque au cinéma. Oui. Donc, voilà. Pourtant, Abyss maintenant a ce petit galon de film culte. Mais à l'époque, ça a été un gros naufrage. Voilà, le film n'a pas du tout plu. Pourtant, il est magnifique, je ne comprends pas. Mais bon, il a réussi à trouver un nouveau souffle après par la suite, en sortant en VHS dans les vidéoclubs, le film a trouvé un nouveau souffle.
et après par la suite a récolté ses lauriers de film culte. Mais oui, ça a été un gros four. Donc ça a été d'ailleurs une grosse déception pour Cameron à l'époque. Il a accusé, ça a été très dur pour Cameron le succès du film. Donc, mais bon, pour moi c'est vraiment, pour moi c'est son plus beau film. Je n'irais pas dire que c'est le meilleur Cameron, mais voilà, pour moi c'est vraiment c'est rien visuellement c'est fantastique. Ouais. Bah écoute, hein, je te rejoins totalement. C'est vrai que le tournage a été assez compliqué pour les acteurs. De toute façon, comme un certain Titanic, où de toute façon tous les tournages sous-marins sont en général très compliqués. Hein, c'est parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas la technologie qu'on possède aujourd'hui, voilà, qui permettent de faire des films sous-marins, genre Aquaman, voilà, avec tout un tas de CGI et de fonds verts un peu dégueulasse, on va dire. Mais bon, au moins, à l'époque, il y avait ce côté réalisme pour le coup. Voilà, ça c'est très important. Et vraiment, Happy, c'est un film très réaliste. Mais parlons d'un des plus grands films de SF sorti en 1991 qui lui est considéré comme le chef-d'œuvre de James Cameron, j'ai nommé